Avec IRIG, la grande école 100% dédiée au management de l'innovation et à l'accompagnement des transformations durables, retrouvez le journal Écho de Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du journal Écho de Lyon Décideur autour de Stéphane Gugineau, le délégué général de la Transalpine Lyon-Turin. L'occasion bien sûr de faire le point sur l'avancement de ce dossier après la prise de position de Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon, qui est opposé à la réalisation de cette liaison. Mais tout de suite, quelques infos en bref pour commencer avec le groupe SEB qui annonce une acquisition aux États-Unis. Storebound, l'entreprise créée par Even Dash et sa femme Rachel, a lancé plus de 200 produits en 10 ans dans l'univers des articles et accessoires de cuisine. Storebound vend en magasin mais aussi via le e-commerce et les médias sociaux avec 1 million d'abonnés sur Instagram. Storebound pèse plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires avec une équipe de 50 personnes basée à New York. A noter que le groupe SEB a vu ses ventes semestrielles reculer de 12,7% à 2,9 milliards d'euros au 30 juin. Ces résultats reculent fortement, mais le groupe s'en sort toutefois mieux que prévu. Famar, le dernier site fabricant de la Nivaquine à Saint-Genis-Laval, a finalement été repris par l'industriel libanais Benta Pharma. Le tribunal de commerce a préféré ce repreneur, qui travaille notamment avec Sanofi, Abbott et Mylan, plutôt que Franck Supplisson. Benta Pharma reprend 115 salariés et va investir 42 millions d'euros avec en ligne de mire des transferts de production sur le site de Famar à Saint-Genis-Laval. Négoce industriel, Descours et Cabot garde le cap à l'issue de son plan de développement 2015-2020. Chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros, dont 32% à l'international et un résultat courant de 148 millions d'euros. En 2019, le groupe lyonnais a racheté 15 entreprises, chiffre qui monte même à 25 acquisitions en ajoutant les 6 premiers mois de 2020, avec notamment une première implantation au Portugal et une première implantation également en Floride. Descours et Cabot dispose de 720 points de vente dans 14 pays. Enfin, le chiffre du jour, 90, comme le nombre de recrutements en CDI auquel Alptis va procéder en 2020. Groupe associatif de protection sociale, créé en 1976 à Lyon, Alptis a progressé de 4% l'an dernier et de 18,7% entre 2016 et 2019. Troisième courtier grossiste en France, Alptis revendique 470 000 personnes couvertes, que ce soit en santé, en prévoyance, en assurance de prêt ou en épargne retraite. Et on retrouve donc notre invité Stéphane Gugineau, délégué général de la Transalpine Lyon-Turin. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans vos locaux à la Confluence. Alors j'ai envie de dire, alors que vous pensiez peut-être que le ciel se dégageait pour la réalisation du projet, voici que le nouveau maire de Lyon, à peine élu, dit tout le mal qu'il pense, comme Éric Piolle, de ce projet. Ces deux maires peuvent-ils bloquer la réalisation du Lyon-Turin ? Non, le nouveau maire de Lyon a de lui-même considéré qu'il ne s'agissait que d'un avis, puisque la mairie de Lyon n'est pas décisionnaire dans ce projet qui est porté par les États et par l'Union européenne. Cet avis est un peu sans surprise, puisque Europe Écologie Les Verts, depuis 2012, puisque je rappelle que les écologistes ont soutenu pendant plus de 20 ans ce dossier. Depuis 2012, ils sont opposés. Alors, je précise pas tous les écologistes, seulement certains, on va dire plutôt les responsables politiques, puisque un sondage BVA national l'année dernière avait montré que seulement 8% des sympathisants Europe Écologie Les Verts étaient opposés au Lyon-Turin, ce qui est quelque part logique, puisque le ferroviaire reste quand même le moyen le plus sûr et le plus respectueux de l'environnement pour se déplacer. Alors on va y revenir, mais j'ai envie de dire, si et la ville de Lyon et la ville de Grenoble ne mettent pas 1 euro dans le projet, ça veut dire que l'État français et les autres collectivités locales vont devoir mettre un peu plus, suppléer cette absence de participation de Lyon et de Grenoble. Alors ça ne concerne que les voies d'accès, puisque le tunnel transfrontalier, qui est la pierre angulaire de cette liaison, elle n'est pas du tout financée par les collectivités locales. En ce qui concerne les voies d'accès, effectivement, une participation des collectivités locales, à commencer par la région Rhône-Alpes, qui a réaffirmé son engagement, est prévu. Maintenant, pour la métropole de Lyon, qui serait la principale concernée, eh bien, on va voir comment les choses se déterminent. Je précise quand même qu'un des enjeux du Lyon-Turin, c'est bien aussi l'aménagement dans l'Est lyonnais d'une vaste zone logistique qui permettra de faire ce report modal des poids lourds sur le rail.
On a vu la Cour européenne des comptes s'énerver aussi contre ces retards à n'en plus finir concernant ce projet. Est-ce qu'à force de tergiversation, ce projet pourrait peut-être un jour ne jamais voir le jour? Non, comme le feu, le canal Rhin-Rhône. Le projet est déjà bien engagé. Il faut quand même bien considérer que le tunnel transfrontalier de 57 km sous les Alpes entre la France et l'Italie est déjà un chantier qui est très engagé. Il est conduit donc par TELT, le maître d'ouvrage public, et aujourd'hui le projet est déjà réalisé à 20% de sa totalité. Plus d'1,5 milliard ont été engagés, 500 personnes y travaillent quotidiennement, demain 8000 emplois directs et indirects, ce qui pose aussi la question, en pleine période des crises, de demander l'arrêt d'un chantier qui emploie des gens et qui va créer beaucoup d'emplois pour une infrastructure qui est résolument au service de la transition vers des modèles de développement plus vertueux. Alors justement, on va y revenir. L'enjeu en termes de fret, c'est quoi? C'est 1 million de camions à mettre sur des trains Oui, voilà, c'est un objectif chiffré qui est, comme l'ont fait les Suisses, en construisant des tunnels qui sont strictement identiques au Lyon-Turin, 3 au total, c'est de basculer massivement les poids lourds sur le rail. Le ferroutage est aujourd'hui quelque chose qui fait consensus. Nous devons aller vers ce type de transport pour les marchandises. C'est le cas partout en Europe. Partout en Europe, les chantiers ferroviaires et de ferroutage se développent. Et en France, c'est l'un des plus grands chantiers de ferroutage, puisque sur un axe stratégique, il s'agit de relier les réseaux européens et de poser les conditions d'un véritable report modal du transport de marchandises de la route vers le rail. Alors justement, en France, on a pris beaucoup de retard sur le fret ferroviaire ces dernières années. Oui, très clairement, le fret ferroviaire ces 20 dernières années a beaucoup baissé par rapport à nos voisins européens, dont certains sont extrêmement performants. Mais je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Le président de la République l'a encore rappelé lors de son allocution le 14 juillet. L'ensemble des acteurs, pour la première fois, l'ensemble des acteurs du ferroviaire sont mobilisés au sein d'une alliance qui s'appelle 4F, dont nous faisons partie, pour mettre le paquet sur le développement du fret ferroviaire. L'actuel tunnel du Mont-Cenis voit passer combien de camions et il peut monter à combien en capacité Alors, il y a la réalité... Jusqu'à entendre Grégory Doucet, ça suffisait? Alors, je ne doute pas de la sincérité de Grégory Doucet, mais sur cette question essentielle, il y a la réalité telle que veulent l'avoir les 2-3 théoriciens de l'opposition au Lyon-Turin, et puis il y a le monde réel, Le monde réel, c'est que cette vieille ligne du 19e siècle, elle est aujourd'hui limitée en capacité pour des raisons de sécurité, et ça c'est attesté par les autorités officielles, françaises et italiennes. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est un problème d'obsolescence technique et structurelle. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais qu'il y a un problème de pente, et l'ensemble des entreprises ferroviaires sont unanimes sur le sujet. Vous ne pouvez pas faire plus de report modal sur cette ligne sans le Lyon-Turin. Le Lyon-Turin est bien la seule alternative pour permettre un report modal massif. Alors le coût du projet, on va y revenir. Le tunnel international plus les voies d'accès, tant côté France que côté italien, si on détaille. Alors, le tunnel de base fait 8,6 milliards d'euros. C'est le grand tunnel qui relie donc la France et l'Italie. Et puis il y a des voies d'accès qui sont aujourd'hui à 7 milliards d'euros et qu'un processus est engagé pour diminuer le coût. Mais au-delà du coût global, là encore beaucoup de chiffres farfelus circulent. Nous venons de réaliser une étude qui a été publiée la semaine dernière avec un cabinet international, SIA Partners, qui démontre que le coût pour la France du Lyon-Turin, le coût pour l'État français oscille entre 4 et 6 milliards d'euros sur 30 ans. Donc il s'agit bien d'une infrastructure qui est clairement soutenable sur le plan financier, puisque c'est une infrastructure stratégique dont je rappelle que l'Europe en finance potentiellement la moitié. Oui, sachant que sur le tunnel, c'est même un peu plus que 50%. Ça peut aller jusqu'à 55%. Les choses sont en train de se déterminer. L'Europe a déjà donné des engagements. Elle a dit qu'elle était disponible pour augmenter sa participation financière. Aujourd'hui de 40% sur le tunnel, demain 50 voire 55%. Et puis pareil pour les voies d'accès. Et je précise, si vous le permettez, que c'est une opportunité extraordinaire parce qu'au-delà du report massif du transport de marchandises de la route vers le rail, au-delà d'offrir une alternative propre pour les 2 millions de passagers qui font Paris-Milan en avion chaque année. C'est aussi pour Auvergne-Rhône-Alpes un enjeu majeur en matière de transport du quotidien, puisque le Lyon-Turin, c'est aussi permettre une desserte bien meilleure et une amélioration significative sur les dessertes ferroviaires entre Lyon et les villes du sillon alpin, Grenoble, Chambéry, Annecy. Donc là, on est vraiment au cœur des déplacements du quotidien, payés
pour moitié par l'Europe. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi bien sûr une opportunité dans le cadre des plans de relance, tant nationaux qu'européens? Bien sûr. Alors, le Lyon-Turin est une infrastructure qui s'étale sur une dizaine d'années en matière de construction. Donc, on n'est pas tout à fait dans le timing du plan de relance, même si des impulsions doivent être données. Le Lyon-Turin, compte tenu des enjeux que je viens d'évoquer, ces enjeux écologiques, puissamment créateurs d'emplois, sur des enjeux stratégiques au niveau européen, est clairement un chantier incontournable du plan de relance. Et on espère bien qu'il sera fortement positionné. En tout cas, l'Europe déjà a dit oui. Alors vous évoquiez les Suisses, les Autrichiens qui, eux, ont déjà construit leur nouveau tunnel. Celui de la France et de l'Italie, j'ai envie de dire, ne va-t-il pas arriver trop tard finalement maintenant? Alors, on est encore dans le timing, mais c'est un risque, c'est-à-dire un décalage. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ferroviaires prennent un axe par la Suisse plutôt que de passer par la France. Donc, on est encore dans le timing. Plus que jamais, le Lyon-Turin s'impose comme une infrastructure stratégique et il faut maintenant faire accélérer, comme le souhaite l'Europe, pour que cette infrastructure soit réalisée le plus rapidement possible. Et je pense que sur un projet comme ça, je pense que l'addition des forces sur un projet qui est déjà engagé est nécessaire. La question maintenant n'est plus de savoir faut-il ou pas faire le Lyon-Turin. La question c'est comment on fait réussir le Lyon-Turin. Et ça, pour ça, on a besoin de tout le monde. On dit que l'arrêter aujourd'hui coûterait plus cher que le poursuivre, c'est vrai? Oui, enfin, du côté des Italiens, l'année dernière, lorsque les opposants italiens, qui sont un peu sur le mouvement 5 étoiles, qui est un petit peu en résonance avec Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, du côté français sur cette logique, ont retardé pendant 1 an le chantier. Ça coûte très cher. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir des opposants qui considèrent que les coûts explosent sur des retards qu'ils ont eux-mêmes créés. Bon, sans polémiquer, effectivement, aujourd'hui, arrêter le chantier du tunnel, ça coûte très cher parce que, d'abord, vous n'avez aucune autre alternative, c'est-à-dire que vous restez comme ça, avec des files de camions qui asphyxient les Alpes. Puis ensuite, il y a le coût de réhabilitation, de sécurisation des sites qui entre en jeu, le coût d'éventuel remboursement à l'Europe, qui a déjà dépensé beaucoup d'argent sur le sujet, voire peut-être des Italiens qui, eux, ont placé le Lyon-Turin en top priorité de leur plan de relance. Donc oui, si vous additionnez tout ça, ça coûte extrêmement cher d'arrêter maintenant, ce qui est totalement inconcevable. Hein. Ça coûte extrêmement cher et puis surtout, vous n'avez aucune autre solution. Quelles sont les prochaines étapes maintenant? Les prochaines étapes, eh bien, c'est sur le plan du chantier du tunnel transfrontalier, les appels d'offres sont en cours. Ils ont pris du retard à cause de l'épisode 5 étoiles en Italie, mais le processus a repris son cours. Et donc, ces appels d'offres devront être attribués là, à la fin de cette année pour environ 3 milliards d'euros, où là, on entrera vraiment dans le gros du sujet, c'est-à-dire le percement du tunnel. Et puis, en France, il y a un autre enjeu, puisque on sait que la programmation des voies d'accès qui permettent d'accéder à ce tunnel est encore incertaine. Bon, ça nous paraît inconcevable, même y compris du côté italien et y compris du côté de Bruxelles, de construire un énorme tuyau avec un minuscule robinet. Donc l'enjeu maintenant, c'est d'accélérer la réalisation de ces voies d'accès, des voies d'accès qui soient performantes et à la hauteur de ce tunnel. Et la question, c'est quoi? C'est le tracé? Il y a un petit peu de question de tracé, il y a surtout une question de coût. On a fait des propositions pour réduire la voilure. D'ailleurs, l'État a engagé un processus en ce sens. Il y a des études qui sont actuellement menées pour réduire la voilure financièrement et techniquement. Pour que ça coûte 5 milliards plutôt que ça coûte 7 milliards et quelques. Ça se rapproche plus de 5 milliards que de 7,7 milliards. D'ailleurs, pour être vraiment dans l'actu, la semaine dernière, l'Europe a donné son accord pour financer à 50% les études techniques qui permettront de faire ce phasage. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Gugineau d'avoir été notre invité cette semaine et merci de nous avoir accueillis. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier Journal Éco. Avant la trêve du mois d'août, je recevrai Philippe Lansard, le président de la Fédération française du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes pour parler d'apprentissage. Merci, excellent week-end, au revoir. La grande école 100% dédiée au management de l'innovation et à l'accompagnement des transformations durables vous a présenté le Journal Éco de Lyon Décideur.